Bonjour. Aujourd'hui, oui, je suis habillée pareil parce que oui, j'ai tourné 3 vidéos le même jour. Je vais vous parler, je vais vous faire un compte-rendu critique d'ouvrage de Mathias Rousselot qui s'appelle Études sur l'improvisation musicale, le témoin de l'instant. Qui commence par cette citation en exergue du livre. Écrit. Le mot n'a pas trait ici à la matérialité d'une écriture. La plupart de ce qui s'imprime n'est pas écrit, au mieux rédigé ou simplement consigné. A l'inverse, un texte peut s'écrire et s'écrit dans l'esprit de son auteur sans encre ni papier, avant toute notation. Écrire, c'est former mentalement avant de la consigner, ou chemin faisant, une texture de mots et de pensées. Improviser, cela peut être déjà écrire. L'écriture s'entend. Bien que tacite, l'écrit ne s'adresse pas aux seuls yeux. Sur la page où il gît, il semble une parole figée, en attente du regard qui l'illuminera, mais aussi d'une voix et d'un souffle qui l'animeront. Lisant du regard, nous l'entendons s'articuler en nous. J'ai mis une note. Ouais, c'est ça. Donc, ces mots de Jean-Pierre Burgard dans La poésie sans les mots, tirés de l'ouvrage d'Alain Poirier, André Boucourt-Richelief, Paris, Fayard 2002, servent d'amorce au livre de Mathias Rousselot, Études sur l'improvisation musicale, le témoin de l'instant. En effet, ils illustrent bien la thèse principale de ce livre, qui est de contester la restriction de l'improvisation à l'oralité et de la composition à l'écriture. Il s'agit donc bien sûr de comprendre l'écriture en un autre sens que celui seul de fixation matérielle. Écrivant, nous improvisons tout autant que nous fixons, écrit Christine Esclapez dans son avant-propos. Pourquoi l'écrit devrait-il être plus composé parce que fixé? Pourquoi ne serait-il pas fragilisé par cette fixation qui serait perte plutôt qu'ajout? Ces questionnements sont précisés par le recours à Ricoeur. Pour lui, ce que fixe effectivement l'écriture, mais il entend ici l'écriture comme inscription, est non pas l'événement du dire, mais le dit de la parole, si nous entendons par le dit de la parole l'extériorisation intentionnelle qui constitue la visée même du discours en vertu de laquelle le sagen, le dire, veut devenir aussagé, énoncé. Bref, ce que nous écrivons, ce que nous inscrivons, est le noéma du dire. C'est la signification de l'événement de parole, non l'événement en tant qu'événement. Dans Du texte à l'action, essai d'herméneutique 2. On pourrait faire ici une distinction entre écrit et écriture, où l'écrit serait en effet la signification de l'événement de parole, c'est-à-dire la signification qu'aura cette parole une fois dite, mais non l'événement en tant qu'événement. L'écriture serait à l'inverse l'événement en acte, en train de se faire, qu'il se produit sur le papier ou dans le cerveau de l'improvisateur, en l'occurrence. Dans le livre de Mathias Rousselot, comme le dit Christine Esclapez, improviser et composer sont conçus comme les deux faces d'une même réalité, celle du geste improvisé. Tendance historique, géographique, mais surtout naturellement humaine. Introduction. La première partie travaille la définition de l'improvisation et de l'improvisateur en général. La deuxième partie de l'ouvrage est plus particulièrement destinée à la musique. Mathias Rousselot explique dès l'introduction qu'elle consistera à montrer qu'avant toute chose, l'improvisation conserve une aliénation langagière à l'expression individuelle de l'improvisateur, expression qu'il aura su, au gré de ses expériences, forger et composer. L'improvisation serait donc elle-même déjà composée a priori. C'est ce paradoxe que creuse Mathias Rousselot dans cette seconde partie. En quoi l'improvisation est-elle déjà écrite, d'une certaine manière? Et en tant que modalité de la création musicale, quelles relations entretient-elle avec sa consoeur, la composition? Aussi, existe-t-il des limites supérieures ou inférieures à l'improvisation et à la composition? Autrement dit, existe-t-il un moment, un point de catastrophe à partir duquel une œuvre peut être proclamée improvisée ou composée? Ou au contraire, ces deux techniques de création ne sont-elles qu'un potentiel géré par toute création? Cette dernière hypothèse est le point de vue défendu par l'auteur. Tout en reconnaissant leurs différences, il s'attache à en souligner les profondes ressemblances. Le passage de l'une à l'autre correspond selon moi à un simple changement d'état, comme la glace fond pour devenir de l'eau liquide, écrit-il page 20. Leur substance serait identique, mais les morphologies issues d'elles différentes, ce qui leur conférerait des esthétiques mais aussi des fonctions distinctes. Il y aurait en fait entre improvisation et composition une relation de parenté, de filiation, mais avec la difficulté, peut-être insoluble, de discerner laquelle serait la mère et laquelle serait la fille. Le musicien n'improvise pas à partir de rien, et ce qui préexiste à son jeu possède une certaine forme de stabilité que la mémoire, nous le verrons, lui apporte. Ces structures mentales scripturales et ou mémorielles, que nous appellerons cadres dans cette étude, sont composées avant l'action d'improviser et servent de support plus ou moins explicite à la création. A l'inverse, il n'est pas saugrenu d'envisager que l'improvisation, en tant qu'outil de prospection artistique, engendre les techniques sur lesquelles la composition s'appuie pour trouver sa perfection. Première partie. Comme l'a fait avant lui Jean Kelevitch, Mathias Rousselot commence par poser l'insaisissabilité, en raison de son irréversibilité, même s'il ne dit pas le mot, de l'instant, que nous ne pouvons connaître qu'en nous le remémorant. Cela se justifie même, précise-t-il page 25, sur le plan physiologique.
Le temps que prend la connexion nerveuse, quelques millisecondes, implique nécessairement que la connaissance de l'instant soit postérieure à l'instant. La cognition, les mécanismes de la pensée prennent au moins le temps de l'influx nerveux. Ce qu'il ne fait pas remarquer à partir de ce constat et que j'aimerais souligner dans mon mémoire, c'est que ce fonctionnement cognitif implique pour l'improvisateur en musique, et spécifiquement en jazz, de faire confiance à ce que son cerveau a déjà décidé avant d'en donner l'information à sa conscience. Car si l'on attend d'être conscient d'une idée musicale avant de l'exprimer, si on attend de pouvoir l'apercevoir écrite dans notre tête dans son entièreté, il est déjà trop tard. La grille continue de se dérouler et les autres musiciens sont passés à l'accord de la mesure suivante. C'est pourquoi l'improvisation ne s'improvise pas et demande un travail préparatoire colossal. Cela est nécessaire pour être à peu près sûr de n'être pas pris en défaut sur l'instant de l'improvisation sur scène, et celle-ci demande donc une grande confiance ainsi qu'un grand courage. L'instant de Mathias Rousselot est donc davantage une qualité du temps vécu qu'un point spatial ou l'unité de temps sur laquelle tout se réalise. C'est le kairos, où l'homme agite en faisant sien le temps en même temps qu'il l'accomplit. Donc ça c'est de Giorgio Agamben dans Le temps qui reste. Paris Rivage 2000. C'est beau ça, en faisant sien le temps en même temps qu'il l'accomplit. C'est la mémoire donc qui sert de base de données pour l'improvisateur. La profondeur de la mémoire ainsi que la richesse et la disponibilité, état d'esprit, de ce qu'elle contient fait probablement la grandeur de l'improvisateur, le savoir-faire et sa mobilité font sa compétence. La mémoire à court terme qui permet malgré tout de structurer l'improvisation, mais aussi ce que Rousselot appelle la mémoire de travail, identique à celle qui est mise en œuvre pour se souvenir d'un numéro de téléphone par exemple, qui utilise la boucle phonologique et nécessite une répétition subphonique si l'on peut dire, identique à la répétition subvocale essentielle au bon déroulement du raisonnement complexe. Enfin, l'improvisation fait appel selon lui à un troisième type de mémoire, à long terme, celle des cadres et des structures d'expression que l'expérience de l'instant a forgées et profondément enfouies. L'improvisateur y a accès de deux manières différentes, par la mémoire qu'il appelle déclarative ou sémantique, et la mémoire non déclarative. La première concerne l'ensemble des données auxquelles l'improvisateur peut faire appel consciemment et les formuler par le biais de son langage, comme les citations musicales d'autres musiciens par exemple. La deuxième est procédurale et concerne l'ensemble des savoir-faire, des habitudes et des automatismes, car une improvisation semble comporter une part de mécanique qui permet à son créateur de mettre un moins haut degré de conscience et de cœur dans son art, lui allouant une plus grande ouverture aux événements extérieurs. Ces automatismes sont ceux des doigts sur l'instrument par exemple. À moins de comprendre en un sens jean-clévitchien cette notion de conscience, dont la diminution serait alors en effet salutaire, en tant qu'il s'agirait d'arrêter de se regarder jouer, la formulation peut paraître étonnante, notamment pour ce qui est de mettre moins de cœur dans son art, quand bien même ce serait pour obtenir une plus grande ouverture aux événements extérieurs. Cette mémoire non déclarative ne doit être qu'un outil technique et ne doit surtout pas prendre toute la place, au risque que l'improvisation ne devienne justement qu'automatisme mécanique, et alors une improvisation deviendrait identique à toutes les autres chez un même musicien, ce qui tendrait à faire perdre du sens à ce terme d'improvisation. Mathias Rousselot souligne le paradoxe d'un projet imprévu, improvisé. Toutefois, se projeter musicalement ne revient pas nécessairement à se jeter à corps perdu dans l'inconnu, écrit-il page 28. Le projet comporte certes une part d'imprévu, improvisus, mais aussi une part de programmation de l'acte, où l'improvisateur projette en ayant vu, prévoit ce qu'il va faire, détermine à peu près ce qui sera. Tout est dans le à peu près. On pourrait dire que le musicien a une intuition plutôt qu'une intention, en fonction de la grille d'accords du thème de jazz qu'il est en train de jouer. Il ne sait pas ce qu'il va jouer avant de le jouer, mais il connaît parfaitement les accords et leur ordre sur lesquels sa mélodie devra se poser. L'improvisation nécessite d'interroger la mémoire et de se projeter dans l'avenir dans un même temps, ce qui différencie son temps de celui des actions courantes, comme la composition. Le projet, la décision et l'exécution n'y font qu'un. Il faut simplement faire et tout de suite. Elle ne fait jamais l'expérience du passage à l'acte, elle agit, écrit très justement Mathias Rousselot, page 29. Définir l'improvisation. Improviso, l'acte d'improviser. L'auteur se demande si l'on doit parler de l'improvisation comme d'un acte, d'une action ou d'une activité. L'explication causale du comportement laisse intacte la nature intentionnelle de notre appréhension de l'action, écrit Mark Neuberg, qu'il cite. Ainsi, toute action peut recevoir une description par celle de l'intention que l'on met en elle, si bien que le débat, pour trancher la question qui nous motive, doit s'animer de la volonté d'évaluer cette intentionnalité en improvisation. Y a-t-il intention, orientation de la conscience vers un objet, un but véritable lorsque l'on improvise, écrit Mathias Rousselot, page 35. Décrire l'activité, l'instinct, l'habitude et la volonté et l'intention. L'improvisateur possède-t-il, lorsqu'il improvise, une représentation mentale de son but ? L'improvisation n'est-elle pas justement cet outil qui permet à l'homme d'agir sans avoir une représentation précise de ses objectifs ? Se demande l'auteur, page 36. Il préfère parler de l'activité d'improvisation, tandis que le terme d'action désignerait la condensation de ses antécédents mentaux précédant le mouvement corporel. D'autres questions l'occupent ici. Quelle est la nature de ces antécédents mentaux ?
L'improvisation s'apparente-t-elle à un réflexe? Procède-t-elle de l'habitude, des automatismes? Est-elle une action aussi sûrement que l'est la composition? Enfin, quel degré de volonté, d'intention et de conscience mettons en improvisation? Selon la conception de Pierre Janet, nous apprend-il, on distingue 3 formes ou 3 degrés de l'activité: l'instinct, l'habitude et la volonté, correspondant à 3 degrés d'engagement de la conscience. L'instinct serait à tort appréhendé d'un strict point de vue mécanique et réflexe. En ce cas, il n'y a quasiment pas d'antécédents mentaux, car le réflexe s'entend d'un point de vue physiologique comme une réponse involontaire à un stimulus, qui court-circuite les voies nerveuses pour se passer de l'aide du cerveau, de la conscience et de la volonté, afin que la réponse soit immédiate et la plus efficace possible. L'habitude fait appel à la conscience et à la volonté, même si son rôle est paradoxalement d'en abaisser le niveau. L'auteur permet donc de faire une distinction entre habitude et réflexe, qui lui n'est ni conscient ni fondé, même partiellement, par la volonté. On comprend donc davantage maintenant pourquoi il semblait tenir à la mémoire non déclarative. Le rôle de l'habitude n'a pas pour conséquence d'engendrer des improvisations faites de réflexes machinaux. Elle permet simplement d'acquérir des automatismes provenant de l'expérience, du travail et de la répétition. Ces automatismes permettent d'augmenter l'efficacité et la précision de l'action. La volonté, elle, réalise, comme disait Sartre, intentionnellement un projet conscient. Mathias Rousselot se propose de confronter l'improvisation à ces 3 formes ou degrés de l'activité pour trancher la question de l'intentionnalité en improvisation. Ainsi, il évacue d'emblée l'instinct. Les techniques d'improvisation ne relèvent pas de l'inné ni de la transmission héréditaire, mais de l'acquis, c'est-à-dire de l'habitude. Janet distingue 2 formes d'habitude: l'habitude active tout d'abord, qui augmente la puissance de toute énergie qui s'exerce et qui rend l'action plus rapide et plus facile, l'habitude passive ensuite, qui entretient un rapport étroit avec les impressions extérieures, les sensations et la sensibilité. Mais il existe aussi une habitude que Janet dit mixte, qui à la fois rend l'acte musical plus efficace et augmente la sensibilité du musicien, dit Rousselot, page 39. Parfois, l'improvisateur se met sur le plan discursif en mode automatique, si l'on veut bien me passer cette expression. Il récite ses habitudes discursives, ses tournures habituelles, ses phrases ordinaires et laisse ainsi à son esprit et à son attention une plus grande disponibilité afin de capter les propositions faites par son environnement. Autrement dit, ces habitudes permettent de continuer le discours musical tout en faisant en réalité une sorte de pause pour proposer du neuf par la suite. Rousselot évoque bien sûr le danger de trop se reposer sur ses habitudes, toujours itérer le même jeu, les mêmes phrases. L'apprentissage passe donc également par un désapprentissage pour ensuite improviser plus librement, comme dans toute discipline. Les habitudes sont constitutives de l'improvisation comme de nombreuses actions, et se détacher d'elles reviendra en définitive à en systématiser de nouvelles, rappelle l'auteur, page 39. La question devient donc, page 40, puisqu'avoir intention nécessite d'avoir une représentation interne du but à accomplir, de quelle manière pourrait-on parler de l'intention en improvisation à partir du moment où son rôle, en art et ailleurs, est justement de pouvoir agir sans avoir cette représentation, sans avoir vu en avant? L'auteur a recours à la dynamique générale des intentions selon Pachery, qui distingue une représentation conceptuelle, le but, et une représentation dans le temps et dans l'espace de l'action, et de là une représentation physique de l'action à effectuer. Page 41. Comme la représentation mentale qu'on peut avoir du résultat sonore de l'improvisation est parcellaire, tout cela n'est pas très parlant. Une quasi-action. L'improvisation n'est ni réflexe ni action absolument maîtrisée. Elle use d'habitudes et plus ou moins intentionnelles, selon que l'improvisateur utilise ses registres d'expression ou aille à l'aventure, page 42, auquel cas l'intention est moins présente. C'est une action instantanée et irréversible soumise au concours de contingences multiples, dont les prémices ne désignent pas sa conclusion de façon causale. C'est pourquoi l'auteur en parle comme d'une quasi-action. Comme le quasi-délit, il s'agit d'une action volontaire mais non intentionnelle, ou peu, selon le degré de saut dans l'inconnu en dehors des techniques de jeu apprises. L'exemple de la Cricket Song d'Ella Fitzgerald à Juan Lépin est parlant de ce point de vue. I didn't intend to put that in, dit-elle à la fin de sa chanson improvisée. Et pourtant, elle l'a effectivement fait, volontairement. Le corps et le jeu. Rousselot évoque alors le lien entre improvisation et identité. C'est, selon lui, être soi, montrer ce que l'on est à travers son corps, se révéler. Une intuition, presque une évidence, nous porte à formuler sans plus de justification cette phrase, nous incite à la jeter à la face du monde sans plus d'argumentation. Page 42. Une partie du travail de notre mémoire consistera à la fois à expliquer pourquoi cela semble une évidence et à tenter malgré tout d'argumenter pour éviter cette facilité tentante dont il parle. Selon l'auteur, l'improvisation permettrait à l'âme de faire sortir par le corps ce qu'ordinairement celui-ci entrave quand il s'agit de l'expression, tel l'organe obstacle qu'il est également dans l'action quotidienne. Jouer, c'est jouer le jeu de l'automate et le jeu de la grâce, écrit-il en citant Bernard Seff, page 111 de l'altération musicale. C'est pour cette raison que Rousselot affirme que l'improvisation réclame d'ailleurs aussi une maturité de l'esprit. S'exposer et s'ouvrir n'est pas facile pour tout un chacun. Improvisum, le résultat. Mathias Rousselot insiste sur ce que signifie jouer de la musique.
On peut trouver dans cette formulation l'idée du risque pris dans l'improvisation et celui du jeu enfantin. Nous pourrions même exagérer un peu en disant qu'elle est une tentative de retour à l'enfance, cet âge insouciante et innocente où la curiosité domine encore la raison et où la créativité est constitutive de la construction de la personnalité. Page 44. La finalité de l'improvisation se trouve davantage dans le processus que dans le résultat. Comme en philosophie, l'on dit souvent que les questions sont plus essentielles que les réponses. Notons le choix des mots. L'improvisateur doit selon lui trouver la solution au problème posé par l'instant, se débrouiller avec les moyens disponibles sans attendre d'autres renforts que lui-même, ne pas temporiser ni trop hésiter, jouer et créer sans faux fuyant, construire un édifice précaire qui peut à tout moment s'effondrer, trouver des idées jusqu'ici insoupçonnées, les énoncer sans les répéter et assumer les conséquences de son action. Page 44. Le résultat, en tout cas, porte en lui la trace de sa conception, de son processus. L'improvisation est intelligence de l'instant, sans la rigueur et l'exactitude de la composition. Ainsi, il est assez certain que l'improvisation tient dans son résultat un rapport à l'approximation, ce qui est assez impensable en composition. Page 46. Et Mathias Rousselot insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas là de jugement de valeur. C'est la malédiction de l'improvisation. L'improvisateur doit composer avec cela, il doit accepter qu'il y ait du bon et du moins bon dans sa musique, qu'il y ait du savoureux et du moins subtil, du délectable et du fade dans son jeu. Raison pour laquelle certains musiciens de jazz peuvent avoir le sentiment de s'exprimer davantage dans la composition. En impro, on peut se prendre les pieds dans le tapis, et ce peut être frustrant, mais ces échecs ne nous expriment pas moins. Ainsi, nous pensons que ce qui distingue le résultat sonore d'une composition et d'une improvisation tient à la manière dont improvisateurs et compositeurs traitent de l'idée musicale. Écrit Mathias Rousselot, page 46. 2. L'improvisation, outil de civilisation. La curiosité. L'auteur fait de la curiosité la vertu essentielle de l'improvisateur. En quel sens ? Principalement celui de la candeur enfantine. Pour qu'elle soit mise en œuvre, il faut des conditions extérieures favorables, mais aussi une disponibilité, éveil de l'âme, le goût pour la nouveauté, l'audace, la hardiesse, mais aussi l'anticonformisme, l'indépendance. Une forme de liberté spirituelle et intellectuelle est tout autant nécessaire à l'éveil de la curiosité. La trop grande contrainte infligée par une soumission sans condition aux ordres, l'aliénation au dogme, l'abandon à l'idéologie, peut-être même à la pensée, ne peuvent que jouer contre elle. Celle-ci aspire plus au conservatisme, à la certitude et à l'incuriosité. Mathias Rousselot conceptualise véritablement la curiosité, qui nécessite également l'acceptation sans condition du hasard dans l'action qu'elle motive. Il ne s'agit pas de chercher ce qu'on connaît déjà, Rousselot donne l'exemple de chercher ses clés perdues, mais de cheminer vers la connaissance avec le concours du hasard. La curiosité commence et finit, pour l'auteur, avec l'étonnement, encore une fois comme la philosophie. Entre-temps, le chemin n'est pas linéaire, nécessite des réorientations, d'essayer, d'hésiter. Évolution et sérendipité. Rousselot distingue l'improvisation motivée par la curiosité de l'expérience comme protocole. L'improvisation est cette part sensible de l'expérience émanant d'une personnalité, qui la conditionne et l'oriente. Toujours baigné dans le flot de l'imprévu et dans le flux de l'instant, l'improvisateur est contraint à l'innovation par la nature même de son activité. Improviser incite à se renouveler, à évoluer, c'est sa fonction dans l'art, son atout par rapport à tout autre outil de création. Elle permet de trouver des choses impossibles à trouver sans elle, car ignorant jusqu'à leur existence, le musicien n'aurait pu les imaginer pour pouvoir les rechercher. C'est l'un des nombreux problèmes soulevés par Platon dans son dialogue du Ménon. Le paradoxe est qu'il est impossible de chercher ce que l'on connaît, puisque déjà porté à notre connaissance, ainsi qu'on ne saurait chercher ce que l'on ne connaît pas, puisqu'absent de notre représentation ou de notre imaginaire. L'improvisation s'apparente à cette recherche en ce qu'elle autorise les découvertes fortuites, accidentelles, se faisant jour du fait du hasard et d'une intelligence particulière, d'une finesse d'esprit, propre à homme possédant cette sagacité artistique, cette faculté unique de saisir les choses avec perspicacité, d'œuvrer avec l'inattendu. Ainsi, Mathias Rousselot rapproche l'improvisation de la sérendipité. Trouver ce qu'on ne cherchait pas, en comprendre l'intérêt et décider de l'exploiter immédiatement, comme l'écrit Lionel Bélanger dans « Libérez votre créativité ». En improvisation, c'est vouloir développer une idée et en faire jaillir une autre malgré soi. Ce qui ressemble à ce qui peut se passer dans un cabinet de psychanalyse, et alors on comprend mieux pourquoi l'idée d'expression de soi par l'improvisation a pu venir en tête de nombreux spécialistes de l'improvisation, y compris Mathias Rousselot. Il va de l'avant, s'interroge, cherche et trouve des parties de lui-même dont il ignorait l'existence. À ce titre, l'improvisation peut s'entendre comme une heuristique de soi. Jean-François de Raymond, dans son ouvrage L'improvisation, parle d'automaïotique pour décrire ce phénomène, qui revient à s'interroger soi-même pour faire jaillir un savoir caché en soi. La sérendipité naît de cette recherche curieuse de l'action. Elle n'est ni pur hasard, ni préméditation, et ne représente une trouvaille que pour des esprits déjà attentifs, prompts à saisir le kairos. Le champ sémantique du trajet ou du chemin caractérise pour le mieux la sérendipité. Emprunter les sentiers battus et entrevoir le chemin de traverse qui mène à de lointains territoires musicaux, inconnus ou inusités.
écrit Mathias Rousselot, page 56. De notre côté, nous utiliserions cette même image du sentier de façon un peu différente pour montrer que l'apparition de la mélodie improvisée est solidaire du geste même par lequel on dévoile sa présence. Les deux sont inséparables. C'est comme lorsque vous marchez au milieu de la broussaille en forêt et que vous avez paradoxalement, parce que c'est le chemin que vous empruntez, le sentiment de suivre un sentier. En fait, vous forgez le sentier en le découvrant. L'apparition de la mélodie improvisée est à la lisière du geste par lequel on croit qu'on la découvre et du geste par lequel on la forge. Et en fait, on la forge en la découvrant, comme les concepts en philosophie. Keith Jarrett, par exemple, a la particularité d'interpréter certains thèmes de jazz de façon si originale qu'on les redécouvre complètement. Ils pouvaient nous paraître fades en les déchiffrant d'après leur grille dans le Real Book, et on s'étonne de retrouver les titres de ces thèmes en cherchant, après l'écoute de Keith Jarrett, de quels thèmes il s'agissait, tellement il les réinvente. Synthèse. On improvise tous les jours en permanence, mais Mathias Rousselot souligne que l'improvisation comme action totalement délibérée est sans doute propre à l'art, car au quotidien, on ne prend pas volontairement un tel risque par habitude. 3. Éthologie de l'improvisateur. Pour Mathias Rousselot, l'improvisation n'est pas une seconde nature, mais pourrait-on dire une première nature. Nous avons déjà énuméré quelques raisons pour lesquelles il défend le rôle d'automaïotique de l'improvisation, mais il y en a une autre. Improviser ne sera jamais un caprice, un acte anodin ou extérieur à la personne qui s'y adonne, mais un acte constitutif, gravé dans les sillons de son être profond, que les plis de la personnalité, souvent, peinent à masquer. Page 60. L'altérité comme valeur éthique et comme principe de l'improvisation. C'est d'abord un désir de vivre bien avec et pour les autres, ce que Paul Ricoeur désigne par la sollicitude. C'est un souci de soi et un souci de l'autre, une attention véritable portée au public et aux autres musiciens qui accompagnent ou dirigent. C'est une écoute de soi et une écoute des autres. L'altérité fonde l'art comme valeur, mais aussi comme principe. Un art sans altérité n'est qu'un art à moitié. Non seulement cette notion d'altérité est importante dans le rapport de l'improvisateur aux musiciens avec lesquels il joue et au public qui les reçoit, mais elle l'est aussi dans le rapport que l'improvisateur entretient, parfois, dans certains moments de grâce, avec ses propres productions. C'est ce sentiment d'altérité qui peut être ressenti au moment où le musicien a pourtant le sentiment de s'exprimer le plus intimement, dont Mathias Rousselot ne parle pas et que j'aimerais travailler dans mon mémoire. La qualité d'improvisateur, le don de l'éloquence. Mathias Rousselot défend l'idée d'un potentiel à improviser qui se révèle par le travail, car selon lui, le seul travail ne suffit pas. Il croit au don, en art plus généralement. Un éternel apprentissage pour faire briller le talent. L'auteur évoque les batailles de rhétorique musicale qui peuvent avoir lieu lors des jam sessions, où le but est malheureusement d'avoir raison des adversaires. Or, ce qui est vrai du débat d'idées est vrai de l'échange musical improvisé. Je me sens bien plus fière de la victoire que je gagne sur moi quand, en l'ardeur même du combat, je me fais plier sous la force de la raison de mon adversaire, que je ne me sens gré de la victoire que je gagne sur lui grâce à sa faiblesse, écrit Montaigne dans ses essais. Le but ne devrait jamais être de l'emporter sur l'autre, mais de cheminer ensemble vers une vérité commune ou une musique harmonieuse. La technique s'apprend et est nécessaire pour improviser, mais cet apprentissage ne constitue pas à lui seul la compétence. Le plus grand talent ne revient pas à celui qui a le mieux appris. Autre chose se superpose à lui, une chose qui ne s'apprend pas, mais certainement se perfectionne, une lumière qui illumine l'art d'une certaine évidence, ce génie, si l'on veut y croire, qui ne saurait être autre qu'explicite. Des musiciens sont favorisés par une adéquation parfaite entre les qualités requises par l'improvisation et leur personnalité, d'autres semblent même prédisposés à improviser. Une personnalité, est-ce là le don offert par la nature qui met tant d'écart entre les hommes? Et quelle est-elle? Le tempérament en est d'abord celui de l'homme éloquent, nous l'avons dit. L'improvisateur saura convaincre par son discours artistique, il sait jouer la corde sensible. Il est éloquent aussi en ce sens que son art est édifiant et expressif, il connaît les manières de parler à son auditoire. L'altérité est d'ailleurs une préoccupation majeure pour lui. Nous soutiendrions de notre côté que le talent est plutôt, toujours, celui de trouver pour soi la manière de travailler efficacement. Autrement dit, celui de se connaître. Or, il s'agit visiblement du travail de l'improvisateur au moment de son improvisation. C'est en se connaissant qu'on improvise bien, mais c'est en improvisant qu'on apprend à se connaître. Voilà pourquoi on apprend à improviser en improvisant. Seconde partie de ce livre. Nature de l'improvisation musicale. La fausse improvisation. Mathias Rousselot nous révèle que Miles Davis lui-même, trompettiste et protagoniste incontestable parmi d'autres de chaque nouvelle étape du jazz, avouait avoir composé ses chorus jusque dans ses premières heures de gloire. Il avouait aussi ne pas avoir su transposer ses solos composés s'il fut décidé par les autres musiciens de jouer le thème à la carte ou quinte supérieure ou inférieure. C'est dire la difficulté de cette activité. Il est donc compréhensible, humain, dit l'auteur, de parfois simuler l'improvisation. C'est même en l'imitant qu'on peut apprendre à réellement improviser. L'homme a parfois besoin de faire semblant pour acquérir un savoir-faire, écrit-il. Toutefois, il rappelle la difficulté de feindre un tel processus, du moins face à un public averti.
En effet, la pratique de cette illusion de la chose improvisée, cette fausse improvisation, ne porte pas la réelle signature de l'improvisé, à savoir la rature, la scorie inhérente au jeu et à l'instant. Elle ne porte pas non plus cette sensibilité de l'immédiat, l'expression directe d'une humanité, cette fragilité émanant de l'improvisateur lorsqu'il ne peut laisser filer la précieuse seconde après laquelle tout est gâché. D'un point de vue éthique, il s'agit simplement de ne pas mentir, c'est-à-dire de prétendre improviser ce que l'on a ou ce qui a été, par d'autres, composé. Les improvisations idiomatiques, modularité et recomposition. L'improvisation comporte une part d'invention et une part de récitation, liée au travail de répétition de l'écoute et de l'imitation d'autres musiciens. Et à force de répéter une musique, écrit Rousselot, page 81, on finit par l'écrire et la graver en soi, elle devient une habitude, on la répète automatiquement. Et c'est ici où notre terme recomposition trouve son fondement et son efficacité. L'improvisation est toujours, à un degré variable, un va-et-vient entre la récitation ou la recombinaison d'éléments convenus et préétablis, recomposition, et le dépassement de ses habitudes. Le paradoxe social et esthétique de l'improvisation. L'improvisateur est le dépositaire d'un savoir musical collectif qu'il est capable de restituer dans l'instant. Il possède, consciemment ou non, une connaissance de l'histoire esthétique de son style, ou type ou genre musical, et de l'histoire du contexte social ou anthropologique de ce style. Rousselot donne ici raison à Danto, qui parlait d'atmosphère de théorie artistique à propos de ce que nous percevons des œuvres. Il s'agit de la perception plus ou moins consciente du contexte historico-social qui donne sens à l'œuvre. C'est par la profonde imprégnation des styles musicaux passés que l'improvisateur peut recomposer avec eux dans l'instant. L'improvisation dans le jazz des années 40-60. Le public aime l'improvisateur comme il aime le grand sportif, capable de se surpasser pour atteindre un objectif semblant irréalisable. Dans le feu de l'action, il est capable de fulgurance. Dans l'imaginaire, l'improvisation relève de l'exploit et personne n'est insensible à la difficulté de l'épreuve. Irréalisable, exploit, l'improvisation relève en effet de la performance et Rousselot permet de penser que ce que le public admire n'est pas tant son résultat en lui-même que la capacité mentale et physique de tirer du quasi-néant quelque chose de construit, quelque chose qui se construit sur l'instant sans pensée prédéterminante. Le discours musical improvisé. Rousselot montre que les improvisations idiomatiques, c'est-à-dire basées sur une grille d'accords, se rapprochent de la compétence verbale. En effet, il est rare que nous parlions sans improviser, et pourtant cela nous est naturel et l'on ne s'en étonne pas à chaque instant. Pour parler, il faut connaître sa langue, l'adapter aux circonstances, donc faire appel à la mémoire. En ce sens, une part du langage est contrôlée grâce aux automatismes syntaxiques. Mais il nous arrive de ne pas pouvoir finir une phrase, d'oublier l'idée que l'on vient pourtant d'avoir, ou de réorienter son discours sur l'instant par association d'idées. C'est pourquoi Rousselot parle de poétique de la sérendipité. Il s'agit de l'esthétique versatile et singulière du discours improvisé, résultant des trouvailles inattendues et des inventions fortuites occasionnées par une recherche curieuse et par le hasard. Elle atteste de la capacité de l'improvisateur à tirer profit des circonstances imprévues. De la même manière qu'on peut avoir du mal à terminer une phrase verbale, l'improvisation souffre souvent d'échecs de phrasé, et c'est même à cela qu'on la reconnaît. Le phrasé est interrompu par une erreur rythmique ou mélodique, par exemple, l'improvisateur échoue dans son phrasé, manque une note ou joue la mauvaise, et la cible discursive visée ne peut plus être atteinte de la même manière, car le flot musical est interrompu. Ceci nécessite un changement de cap pour établir la continuité du discours et le trajet discursif est donc réorienté. Ces artefacts sont facilement repérables à l'écoute, car ils se traduisent invariablement par une note ou un ensemble de notes au rendu sonore altéré, sensation d'échec, de loupé, suivi en général d'un silence de durée variable ou plus souvent par la répétition de la note ou du groupe de notes précédant un nouveau trajet discursif. L'improvisation non idiomatique, l'esthétique du jaillissement. Rousselot souligne que l'instrument, voire le corps, est un obstacle matériel à l'expression. Il la permet, mais en même temps, il est un obstacle entre l'idée dans le cerveau du musicien et son expression sous forme sonore pour les autres. Il faut traduire l'idée dans la langue de son médium, ce qui nécessite donc de connaître son instrument à la perfection. Le style improvisation libre. L'improvisation totale n'est pas une musique d'œuvre, mais une musique de moments et d'hommes, une musique dont on ne retient pas les données sonores, mais grâce à laquelle on entrevoit momentanément la personnalité et la sensibilité du ou des exécutants. Elle n'est pas non plus une musique de l'enregistrement, car celui-ci détruit justement ce pourquoi elle vit, c'est-à-dire sa nécessité absolue de ne jaillir qu'une fois pour ne plus exister. Ainsi, plus l'improvisation se passe de socles extérieurs à l'improvisateur, plus celui-ci s'exprimerait dans toute l'originalité de sa personnalité et de sa sensibilité, dans le mouvement jamais figé d'une création continue d'imprévisibles nouveautés, dirait Bergson. Improvisation et composition. Rousselot s'attaque ici aux préjugés liés à la composition et à l'improvisation. L'œuvre n'est pas forcément fixation scripturale, les œuvres composées ne préexistent pas vraiment à la représentation, la première occurrence sonore d'une composition en public ne s'appelle-t-elle pas création? L'improvisation ne produit pas des formes toujours différentes. Rousselot conteste la répartition improvisation égale instinct, animalité, inspiration, don, liberté, et composition égale intellectuelle, rationalité absolue, cloisonnement. L'histoire d'une opposition. La répartition musique savante
musique savante égale écrit et musique populaire égale oralité est tout aussi fautive, puisque toute musique est d'abord née oralement et toute musique tend historiquement vers l'écriture. Une filiation plus qu'une opposition. L'improvisation précède la composition. La composition fige en quelque sorte des moments d'improvisation, ce qui prédit aux deux activités une parenté indéfectible. D'ébauche en ébauche, le compositeur élabore sa polyphonie, la mélodie des voix et leur rencontre harmonique, construit sa sonate, sa fugue ou sa symphonie, achève son thème, son antécédent et son conséquent, trouve ses motifs et leurs variations, crée sa série qu'il pourra rétrograder ou mettre en miroir, dessine le son électroacoustique qu'il modulera à loisir. Sous cet intéressant éclairage, la composition s'entend alors comme une sélection raisonnée et volontaire de moments musicaux improvisés. En effet, le premier geste, la première idée n'est-elle pas toujours d'improvisation ? La composition précède l'improvisation. En jazz notamment, toute improvisation idiomatique part d'une grille, d'un standard de jazz, c'est-à-dire en quelque sorte d'une composition. Cela est évident, mais Rousselot précise que la composition précède l'improvisation en un second sens. La pratique et l'habitude des cadres d'expression à l'intérieur desquels le musicien s'exprime rendent l'improvisation possible. Le lien de parenté entre improvisation et composition va donc dans les deux sens. Thème de jazz. Alors que les inventeurs de partitions graphiques tenaient à l'interprétation et non à l'improvisation libre, c'est dans une improvisation moins libre, le jazz traditionnel, que l'improvisation est le but. Cela permet de comprendre que l'improvisation n'est pas forcément le parangon de la liberté. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais d'une des pratiques les plus exigeantes qui a besoin d'autant plus de cadres. Écriture, prescripturalité. L'écriture concerne toute musique improvisée si, conscient de l'importance qu'acquiert la mémoire dans la genèse des formes musicales, on postule pour l'existence permanente d'une écriture mémorielle. La mémoire est ce qui permet de maîtriser sans y penser les règles de l'art, et selon Rousselot, c'est lorsque s'ajoute à cela le talent personnel qu'il est possible d'improviser sans préparation. Préparation directe. A l'inverse, l'écrit n'est pas bon pour la mémoire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On écrit précisément pour ne plus avoir besoin de se souvenir. Post-scripturalité. Composée ou improvisée, toute musique est préformée et préécrite car la réflexion, dont la mémoire est l'auxiliaire, précède l'action, le jeu. De ce point de vue, la distinction composition-improvisation ne tient en réalité qu'à la manière dont elles écrivent la musique. Qu'elle soit couchée sur 5 lignes ou gravée dans la mémoire, la musique peut être lue d'une certaine manière avant qu'elle ne soit audible. Donc l'improvisation a une temporalité différente de ce point de vue car la réflexion intervient aussi au moment de l'action. Oui, mais par qui ? Car l'idée musicale en improvisation n'est pas consciente avant le moment de son expression. Elle ne... ça fait penser à Collingwood. Elle ne peut donc pas être lue par la seule personne pourtant susceptible de la lire à ce moment-là, l'improvisateur. Encore une fois, elle est découverte en même temps qu'elle est forgée. L'enregistrement constitue une écriture a posteriori au sens où l'écriture ne génère pas la musique alors qu'une partition appelle en principe son interprétation, mais au contraire, la musique jouée va permettre son écriture. Enregistrée donc, phonique, radiophonique. De la liberté en improvisation. Rousselot conteste la libération du musicien par l'improvisation, qui est pour lui un préjugé. Cette libération, ce détachement de la musique écrite ne sont en réalité que relatifs. En art et ailleurs, toute liberté absolue est une illusion, car s'affranchir, se libérer de quelque chose, confine toujours à la systématisation d'autre chose. Si libération il s'agit plutôt d'une libération de la pensée, de l'esprit, qui permet d'inventer de nouvelles choses, comme le jazz ou la tonalité. Le dodécaphonisme, par exemple, n'est pas une génération spontanée ni une rupture, ou encore une révolte. Elle apparaît à un moment où le terreau culturel occidental est suffisamment fertile pour engendrer un compositeur comme Schoenberg, par exemple. La pensée a suffisamment cheminé pour que soit offerte à l'humanité une possibilité culturelle nouvelle, caractérisant la liberté en question. Ces propos le rapprochent encore de Danto. La vitesse. L'improvisateur pour Rousselot n'est pas plus libre que n'importe qui d'autre, à tout point de vue. En revanche, les improvisateurs et les compositeurs ne vivent pas dans la même urgence. La temporalité, le temps vécu par le créateur, n'est pas identique dans les deux pratiques. L'allure est lente ou rapide, l'une est une préparation et l'autre une exécution, leur vitesse n'est pas la même. Or, une vitesse est une donnée spatio-temporelle, c'est une distance divisée par un temps, impliquant qu'une plus grande vitesse corresponde à une plus grande distance divisée par un temps plus court. Rousselot va alors se demander ce qu'il en est de la distance en musique. Cette distance est-elle identique pour les deux activités, auquel cas seul le temps différencie ces deux activités, ou cette distance, pourvu qu'on puisse l'identifier, est-elle l'une des différences fondamentales entre composition et improvisation ? Le temps. L'improvisateur doit décider sur l'instant sans brouillon ni filet et sans possibilité de retour en arrière. Il se soumet à l'instant et n'est donc pas plus libre, au contraire. Enfin, ça dépend en quel sens.
L'improvisateur ne peut plus rattraper les paroles, les sons, les décisions envolées, lancées comme l'expression de lui-même. Il est obligé de s'exprimer en toute sincérité, pourrait-on dire. La distance parcourue dans l'imaginaire. Là, ça fait penser à Collingwood. Bergson a montré que les conceptions du temps, en sciences et en philosophie, apparaissent plus clairement à la lumière de l'analogie et à la spatialité. Il tient en toute vraisemblance cette idée de Kant, c'est la raison pratique, alors Jean Kalevitch, qui montre que la représentation du temps est une intuition, puisque ces rapports peuvent être exprimés par une intuition extérieure. Et selon Kant toujours, l'espace est la forme pure de toutes les intuitions externes. Ainsi, la représentation que l'on a du temps est d'ordre spatial. Jean Kalevitch montrera par la suite que se représenter ainsi le temps est précisément une erreur. Cependant, Rousseau utilise cette notion de spatialité et de distance d'une façon tout à fait poétique et juste. L'improvisation, par définition, ne sait pas où elle va, et un improvisateur doit donc savoir s'égarer et l'accepter avec plaisir. Improviser implique et nécessite de faire fausse route, de se fourvoyer pour s'obliger à échapper au confort des zones franches, à la quiétude de notre propre univers qui fait notre sécurité. Et il faut du courage pour s'en extraire, car s'égarer, c'est prendre le risque de ne jamais retrouver son chemin, d'errer pour toujours dans le labyrinthe capricieux de notre imaginaire musical, sans ne jamais avancer. Or, se perdre, c'est nécessairement faire du chemin en plus, parcourir une plus grande distance dans son imaginaire musical pour retrouver sa route. L'improvisateur effectue une grande distance dans son imaginaire, se perd totalement et revient de ce grand périple dans un temps très court. Que l'on me pardonne cette formule mathématique, qui est plus à prendre comme une formule littéraire et métaphorique. La vitesse en musique, c'est la distance parcourue dans l'imaginaire divisée par le temps de l'exécution. De ce point de vue, l'improvisation va plus vite que la composition. L'illusoire spontanéité. Rousseau avertit contre le danger de confondre vitesse et spontanéité. Terme ambigu, en effet, qui désigne à la fois le réflexe, se protéger le visage en voyant une main se lever sur soi, et le geste inaugural. C'est un compliment de dire de quelqu'un qu'il est spontané. Il peut tantôt correspondre à l'activité d'improviser, tantôt décrire son opposé. La spontanéité est illusoire, confondue à tort avec l'habitude et le savoir-faire que, répétition après répétition, les nombreuses occurrences du jeu et de la scène ont forgé. L'improvisateur agit d'autant mieux qu'il répète, de l'expérience vient sa promptitude et sa justesse, et son assurance de sa vie, itéré dans le succès et se raréfiant dans l'échec. L'immédiat est son lieu, l'instantané est son temps. L'improvisateur décide plus vite que le temps, presque insensible à l'égrenement des secondes, il est plus soudain que l'éclair. La vitesse est son lot, l'instantané est son vrai visage, mais la spontanéité est son masque, celui que la doxa parfois à tort lui appose. Rousseau distingue alors spontané et instantané. S'il n'aime pas le premier, c'est qu'il est souvent associé au mythe du génie, du divin, de la création ex nihilo. La maîtrise de l'instant, la vitesse d'exécution ne doivent rien au divin, elles nécessitent une substance humaine, elles ne doivent rien non plus au génie, elles s'entretiennent de l'habitude et du savoir-faire. Mais rappelons-nous que cela ne suffit pas, malgré tout, pour Mathias Rousseau. Il existe selon lui quelque chose comme le talent, le don, et l'on pourrait appeler ce don celui de la spontanéité, presque de caractère, celle que l'on entend lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est spontané. Le besoin compositionnel. Les œuvres composées, dans la mesure où elles sont souvent nécessairement exécutées par d'autres personnes que leurs compositeurs, exigent un médiateur supplémentaire entre l'œuvre et son créateur. À cela s'oppose l'immédiateté de l'improvisation, où celui qui crée joue. La musique jouée par l'improvisateur mourra avec lui, aucun autre improvisateur ne se risquera à reprendre à son compte l'improvisation d'un musicien mort. De ce point de vue, les moments musicaux improvisés portent vraisemblablement plus la marque de leur auteur que les moments musicaux issus de la composition. Dans les deux pratiques, c'est l'interprétation qui objectifie, présentifie la musique. L'improvisateur, lui, est interprète de lui-même. Il interprète à chaque improvisation son propre système d'expression, sa propre personnalité musicale, sa propre musicienneté. Rousseau targue que tout est composition, c'est-à-dire fait de combinaisons, d'associations. En définitive, le besoin compositionnel, si l'on veut, intègre toute activité créatrice, augurant pour la composition et l'improvisation d'un mécanisme fondateur commun. Elles sont les deux visages d'une même activité créatrice. Ce qui les différencie s'établit comme nous l'avons vu dans leur nature, dans l'espace qui les accueille et dans le temps qui les porte. Synthèse. Pour Rousseau, l'improvisation et la composition ont une différence de nature et une différence de fonction. La première est celle du temps. L'improvisation est immédiate, la composition médiate. Ensuite, chacune permet d'atteindre des résultats qui leur sont spécifiques. Elles n'occupent ni le même espace, ni le même temps, ne concernent ni les mêmes lieux, ni les mêmes personnes. Pourtant, et paradoxalement, leurs mécanismes fondateurs sont communs. Il n'y a jamais de pure improvisation ou de pure composition, car il n'y a pas de création sans à la fois intuition et curiosité d'une part, recherche, tâtonnement, et sans mémoire, code, automatismes et langage d'autre part. Épilogue. Improviser nécessite de savoir se perdre et se désinhiber. C'est probablement l'un des paradoxes les plus étranges et captivants de l'improvisation. Un apprentissage fige normalement un savoir,
Mais apprendre à improviser, c'est justement savoir assimiler les choses sans pour autant les figer définitivement. C'est en définitive apprendre à ne pas trop connaître, en savoir ni trop, ni trop peu. Savoir que sans savoir quoi, dirait Jankélévitch. Ce que dit Rousseau s'applique encore à l'exercice de la philosophie. Cette position paradoxale de l'improvisateur envers le savoir lui est essentielle pour réaliser son art, car elle lui autorise le basculement de la certitude vers l'incertitude. L'approximation d'un savoir rend possible sa recherche. Il ne faut bien sûr pas avoir un savoir approximatif des règles de théorie musicale, comme des grands auteurs de l'histoire de la philosophie. Il s'agit bien plus d'un acquis en mouvement, d'un savoir fluent, d'une connaissance inexacte de sa propre musique ou de sa propre pensée. L'improvisateur connaît ses tournures, ses phrasés et l'ensemble des données de son langage, mais il ignore pourtant ce qu'il va dire et comment il va le dire. Il ne sait pas quelle sera sa parole. Page 150. L'improvisateur doit acquérir et maîtriser la pensée divergente, celle qui l'autorise à formuler des idées musicales problématiques et à leur apporter des solutions nombreuses et originales, voire inédites. Le concept de pensée divergente définit un type d'intelligence qui s'opère en dehors du registre des connaissances conventionnelles et des capacités de raisonnement classiques pour s'adresser à la conception et à la définition de solutions plus originales par rapport aux problèmes posés. À partir de la pensée divergente, on admet qu'il est possible de concevoir toute une variété de solutions à un problème donné, plutôt qu'une seule et unique réponse qui serait correcte ou non. Donc ça c'est aussi de Kolb, Bryan et Wishaw, Cerveau et comportement, neurosciences et cognition, de Boeck Université, 2002. A-t-il encore besoin de souligner le rapport avec la recherche philosophique? Rousseau conclut son ouvrage sur la théorie du flux, dont le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Il est le concepteur du flux, voire notamment à ce propos Flow, The Psychology of Optimal Experience, New York, Harper and Row 1990. Donc le psychologue nous donne la définition. Être en état de flux, c'est être complètement impliqué dans une action pour elle-même. Selon lui, en état de flux, l'ego disparaît. Le temps passe vite. Chaque action, chaque mouvement, chaque pensée découle inévitablement de la précédente. C'est comme jouer du jazz. Votre être tout entier est impliqué et vous utilisez vos compétences à l'extrême. Il faudrait analyser ça. Donc cité par Mazzola, Guérino et Cherlin, Paul B. Flow, Gesture and Spaces in Free Jazz, Towards a Theory of Collaboration, Springer. Traduction de Being completely involved in activity for its own sake, the ego falls away. Time flies, every action, movement, and thought follows inevitably from the previous one, like playing jazz. Your whole being is involved, and you're using your skills to the utmost. Jankélévitch non seulement parle de cet état de savoir et d'être en même temps, où l'on parvient à être le contemporain de soi-même, mais il en était lui-même un parfait exemple. En cours ou en conférence, chacune des phrases de Jankélévitch se déduit de la précédente sans pour autant qu'on puisse savoir celle qui suivra. L'expérience de la nécessité est un sentiment qui, éprouvé par le conférencier, par le professeur quand il parle, donne le jour ensuite à un édifice tout à fait constitué, parfaitement construit, mais qu'il n'a pas construit ailleurs que dans l'instant où il l'a formulé. C'est cela qui est sublime. Il ne savait pas où il allait, et pourtant c'était parfaitement construit. Il n'avait pas besoin de le savoir davantage, il n'avait pas besoin de surplomber son propre cours. L'improvisation est, comme il le dit, l'expérience de la nécessité et de l'aventure. Il ne faut pas se regarder improviser, et il ne faut pas se débarrasser de soi-même, mais être débarrassé du moi. L'ego disparaît. L'improvisation désigne ce moment où l'on ne sait pas où l'on va, mais où l'on s'y rend d'un pas décidé. Il est emprisonné, écrit Mathias Rousseau, page 151, dans le paradoxe de l'ouverture et du flux. Il laisse sa pensée diverger, pour enfin se focaliser sur un horizon qui semble propice à l'accomplissement de son destin. Ce paradoxe oblige l'improvisateur à acquérir une compétence, celle de la maîtrise du temps, la compétence de l'instant, cette capacité si rare permettant de saisir l'infinie transition entre ce qui est et ce qui sera. L'improvisateur aime cette mise en suspens perpétuelle du présent, mais il sait surtout la percevoir, la ressentir. Il en est à chaque instant le témoin. Cet écart que l'individu entretient avec lui-même, qui fait qu'on est tantôt spectateur, tantôt vivant et qu'on n'arrive pas à être les deux à la fois, est réduit par la temporalité induite par l'aventure. L'introduction de l'aventure dans notre existence, c'est-à-dire d'un écart objectif entre le présent et ce qui n'est pas encore, cette compétence de l'instant dont parle Rousseau, le gonflement de l'instant par l'attente qui en est grosse, le pressentiment de quelque chose, un peu comme la peur d'ailleurs, nous aide paradoxalement à être tout en sachant ou à savoir tout en étant. C'est-à-dire qu'il faut la médiation de cet écart par l'aventure. Le paradoxe de l'aventure, c'est que, par la temporalité qu'elle introduit dans notre activité, dans notre action, par l'écart qu'elle introduit dans notre action, réconcilie l'existence et la connaissance, l'être et le savoir. Et c'est cela qui est très mystérieux à comprendre, ou plutôt à pressentir. La tension de l'être et du savoir, Jankélévitch la rejoue au futur. C'est l'aventure. Pourquoi l'aventure ? Parce que l'aventure, c'est l'expérience de l'être qu'on prend par surprise en le devançant, ou qui nous prend par surprise, parfois. Le contemporain de soi-même, c'est l'aventurier chez Jankélévitch, autant dire l'improvisateur,
parce que le genre de vie qu'il a le met en avance sur son temps, mais légèrement, juste assez pour saisir l'infime transition entre ce qui est et ce qui sera.